aucun des membres de l'OTAN n'a voulu réellement participer à cette opération, ou même des opérations de sécurité du détroit d'Ormuz aujourd'hui, avec aux côtés de Donald Trump et d'Israël, de Benjamin Netanyahou. Pourquoi, selon vous? Où est-ce que cette fissure a commencé? Est-ce que c'est avec les prétentions de Donald Trump pour le Groenland? Est-ce que c'est aussi une réponse pour sa rhétorique belliqueuse face à ses alliés européens, donc qui date de quelques mois déjà, mais pourquoi cette fissure aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un risque de la sortie totale de Washington de l'Alliance? Vous avez raison de mettre en perspective ce qui se passe aujourd'hui sur une séquence plus longue qui date depuis de longs mois et depuis même un peu plus d'un an, et depuis même le début du second mandat de monsieur Trump. Il y a bien sûr eu une rupture déjà au moment du discours de J.D. Vance à Munich, où les Européens se sont à juste titre sentis attaqués et remis en cause sur leur manière propre de considérer le monde, mais aussi leur propre espace à l'intérieur. Et puis, il y a une nouvelle séquence qui s'est ouverte avec un enchaînement qui a été celui de l'intervention américaine au Venezuela et de la capture du président Maduro, avec ensuite le quasi-affrontement sur le Groenland, où des troupes européennes et de l'OTAN auraient pu se faire face sur place, jusqu'à l'initiative de M. Trump et de M. Netanyahou vis-à-vis de l'Iran, sans prévenir qui que ce soit. Donc on a la sensation aujourd'hui que finalement le divorce est consommé entre les différentes parties. Ceci étant, une fois qu'on a dit ça, si le divorce est consommé, il est consommé avec malgré tout, peut-être d'un côté et de l'autre, la volonté de recoller les morceaux. Aujourd'hui, nous sommes dans un pic de tension. Personne ne dit que demain, les États-Unis n'auront pas besoin à nouveau des pays de l'OTAN et notamment des pays européens. Et de la même manière, Monsieur Macron, quand il fait l'éloge de la lenteur de l'Union européenne, il ne faudrait pas que cet éloge de la lenteur soit l'éloge de l'immobilisme. Et donc, dans ce cas-là, on voit bien que l'Union européenne, dès lors qu'elle n'est plus attelée aux États-Unis, peine à trouver sa voie parce qu'elle propose le même logiciel que celui qui a conduit jusqu'ici. Donc il semble d'une certaine manière que les uns et les autres s'auto-paralysent, je dirais. Ils se regardent en chien de faïence, mais ni les uns ni les autres ne peuvent bouger, ni les Américains ni les Européens. Mais l'Europe et surtout la France n'est pas convaincante dans ce conflit, où elle le dit aussi ouvertement qu'il y a un besoin aujourd'hui de sécuriser, par exemple, le détroit d'Ormuz, parce que l'Europe en pâtit de la flambée du prix du carburant, du gaz, du pétrole, etc. Il y a des retombées directes sur l'économie à Bruxelles aujourd'hui, et pourtant elle ne fait rien. Alors est-ce que vous pensez que l'Europe n'a pas finalement pris une position conjointe, donc une position commune face à ce problème aujourd'hui? Elle laisse pour le moment donc agir Washington et Tel Aviv et reste en retrait en laissant le sale travail faire. D'une certaine manière, l'Europe a pris une position commune, c'est celle de ne rien faire, de ne pas intervenir sur la guerre en Iran et vis-à-vis de l'Iran, ce qui est bien légitime dès lors qu'ils n'étaient pas associés, les pays européens, depuis le départ. Maintenant que leurs intérêts sont menacés par la guerre d'attrition économique telle qu'elle est menée par l'Iran en réaction à l'offensive qu'elle a subie, les Européens seraient amenés aujourd'hui normalement à bouger d'une manière ou d'une autre, soit à se lancer dans le conflit, il n'y a pas de raison aujourd'hui à cela, et d'ailleurs le retrait prudent qui est le leur en témoigne, mais ils devraient à tout le moins essayer de chercher des solutions qui servent leurs propres intérêts. Parmi celles-ci, il y aurait le déblocage du détroit d'Ormuz, mais ils ne peuvent pas se permettre d'aller le débloquer par eux-mêmes, et ils se payent de mots en disant qu'ils vont intervenir. Les Européens, et notamment la France, n'interviendront que lorsque le détroit d'Ormuz sera débloqué par des missions de sécurisation. Mais ils n'ont pas vocation à aller mettre le doigt dans l'engrenage belliciste qui a lieu sur place. Sur le troisième aspect, c'est pour cela que j'évoquais tout à l'heure l'immobilisme de M. Macron.
qui est l'immobilisme de l'Union européenne. C'est que la France et l'Union européenne se paient de mots. Ils disent qu'il faut revenir à du multilatéralisme. Ils prônent un retour à l'ordre ancien, mais celui-ci ne reviendra pas. C'est d'ailleurs le Premier ministre canadien qui l'avait affirmé à juste titre lors de la dernière séance de Munich. Et l'ordre ancien ne reviendra pas. Donc que devrait faire l'Union européenne, que devrait faire la France? Chercher des solutions qui lui permettent de faire face à la grave crise économique qui aujourd'hui la menace. Et de ce point de vue-là, eh bien, il y a des dogmes qui sont maintenus et qui empêchent d'être agile, serais-je tenté de dire, pour faire le contrepoint à ce que disait M. Macron. On voit dans tous les pays du monde que les pays qui sont privés du pétrole et des hydrocarbures issus du Golfe Persique cherchent des solutions de repli, cherchent à diversifier leur offre. Eh bien, en France et dans l'Union européenne, il n'y a qu'une voix, c'est celle de Mme Kaja Kallas, qui dit qu'il ne faudra jamais faire retour au pétrole russe, par exemple, là où on voit que dans la majorité des pays du monde, il y a une réorientation de la demande et de la recherche de nouveaux potentiels. Donc on voit de ce point de vue que, d'une certaine manière, il y a une parole commune, mais qu'il y a une parole d'immobilisme au sein de l'Union européenne. Merci beaucoup François Coq pour ce décryptage. Je rappelle François Coq, essayiste, analyste politique et ancien élu en direct avec nous depuis Paris pour évoquer cette désunion entre Washington et les membres de l'OTAN. Merci encore à vous.